Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre table ronde où on va discuter sur la durabilité des textiles. Je vous invite à réfléchir sur les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, puis je vais vous donner une petite période de questions à la fin, un petit 5 minutes. Et sinon, si vous avez des questions ou des choses à discuter avec nos invités aujourd'hui, je vais leur demander de nommer aussi le lieu de leur kiosque à la fin. Et vous pouvez aller vous présenter à eux à ce moment-là. Et bienvenue à notre table ronde aujourd'hui. Merci au Festival Twist pour l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Et merci à vous d'être là et merci à mes invités. Je suis très chanceuse d'être parmi des expertes, des femmes passionnées par l'industrie de fibres naturelles, de la laine, des femmes qui font agrandir l'industrie, qui font améliorer l'industrie. Et je suis très contente de vous présenter aujourd'hui Alice. Bonjour. Bonjour, Alice Dufour. Rapidement, là, je suis artisane textile. Je me spécialise dans le tricot machine. J'ai ma petite entreprise qui s'appelle Atelier Perluette, qui vend de la matière première, principalement de la matière naturelle, spécialisée pour le tissage et le tricot machine. Merci, Alice. Ensuite, Audrey. C'est pas on. Voilà. Bonjour. Donc, moi, c'est Audrey Boulet. Je suis copropriétaire de la ferme Les Brebis du Beau-Rivage. Donc, nous, on est une ferme familiale qui élève environ 150 brebis à Saint-Nicolas, sur la rive sud de Québec. Donc, nous, on élève la race East Friesian. Donc, on fait du lait de brebis, on fait de l'agneau et on valorise aussi tous les produits en laine de nos brebis et de nos agneaux. Donc, il n'y a pas de gaspille, disons. Merci, Audrey. Gabrielle. Allô, moi c'est Gabrielle Granger, je travaille chez Club Tissu. Dans le fond, moi je travaille au siège social puis je m'occupe de tout ce qui concerne le département de la laine et du tricot pour tous les magasins. Rapidement, nous on est une entreprise québécoise qui a eu 30 ans cette année. On se spécialise dans le tissu, mais depuis quelques années, la laine aussi. Merci, Gabrielle. Marie-Hélène. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Jacques. Je suis une copropriétaire de la petite minuscule entreprise Couleur Locale, Teinture Naturelle. On fait de la teinture naturelle, mais on se définit plus comme étant des horticultrices teinturières. Donc, on a un énorme jardin où on cultive les plantes avec lesquelles on teint la laine. Puis très tôt dans le parcours de notre entreprise, on a décidé de teindre seulement de la laine qui vient du Québec ou de l'Est du Canada parce qu'il n'y a pas une si grande offre pour l'instant au Québec. Fait qu'on s'est rapidement buter aux obstacles qu'on vit quand on veut travailler la fibre locale. Fait qu'on y a beaucoup réfléchi. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis invitée aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, vous pouvez voir qu'on a des femmes de cœur ici. As-tu oublié Julie? Julie! Oh, j'ai sauté à travers Julie, je m'excuse. Ça fonctionne? Non. Oh, on est bien organisé. Allô? Passez le micro. Oui, OK. Moi, je m'entends pas, là. Non. OK. Tu m'entends pas? On va passer le Allô? micro. Oui? Non. Vous tenez vraiment très proche. OK, je m'appelle Julie, puis je sais pas comment me servir d'un micro. Je pense que c'est pour ça que je dis c'est un comedic relief. C'est pour les blagues. C'est juste pour ça. Non. Julie Asselin, dans le fond, avec mon mari Jean-François, ça fait 10 ans qu'on teint de la laine. Les laines Julie Asselin. Ça s'appelle Julie Asselin parce que c'est moi qui ai commencé ça il y a 10 ans. Dans le fond, nous, on fait la teinture à la maison. On travaille avec des fermiers pour ramasser les... Excuse-moi, mon anglais puis mon français se mélangent. Ramasser les fibres qu'on a besoin pour faire nos laines et on les fait filer au Canada, aux États-Unis et on travaille principalement avec les laineries locales pour vous fournir nos produits. Merci de m'avoir aujourd'hui avec vous. Merci, Julie. Alors, merci beaucoup à nos invités. Moi, je vais me présenter. Je m'appelle Jane Underhill. Je suis ici pour représenter la campagne pour la laine, The Campaign for Wool. C'est un organisme à but non lucratif et on a comme objectif de représenter et donner un soutien
à toute la chaîne de valeur de la laine au Canada. Donc, commençons avec le producteur, les artisans, les compagnies de transformation, jusqu'aux sensibilisations de la consommateur. On fait des projets de recherche, on fait des projets pilotes et on est là pour répondre aux besoins de l'industrie. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. On va commencer aujourd'hui en discutant un petit peu des fibres naturelles. Comme vous savez déjà, les fibres naturelles, ça comprend des fibres de plantes et des fibres d'animaux. En termes de durabilité, d'écologie, de la santé des humains, de la planète, ils sont préférables, même supérieurs aux fibres synthétiques. Ils sont biodégradables, comme vous le savez. Ils sont naturellement thermiques, microbiens, non toxiques, non allergiques. Et on se sent bien quand on porte les fibres naturelles. Mais ils sont fort compétitionnés, surtout dans l'industrie de la mode, l'industrie de déco, par les fibres synthétiques, qui sont peu dispendieux, fabriqués rapidement, avec des immenses machines, dans une échelle mondiale de produits pétrochimiques, de produits plastiques. Et en soi, ça ramène beaucoup de profit pour les grandes compagnies et c'est ceux qui sont dans nos centres d'achat. Mais aujourd'hui, on aimerait parler de la durabilité des fibres et des textiles. Et moi, je pensais aborder cette conversation sur 3 thèmes. Le thème de slow fashion, le thème de traçabilité et aussi les tendances. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est l'avenir des fibres? Comment est-ce qu'on balance tout ça? Comment est-ce qu'on l'équilibre? Alors, commençons avec le thème de slow fashion. J'ai une confession à faire. Moi, je porte des fibres synthétiques aujourd'hui. J'ai un gène, mais je pense que tout le monde est dans la même situation. C'est que c'est difficile d'avoir toute une garde-robe des fibres naturelles. Et c'est pour ça qu'on a les enjeux de fast fashion. Et c'est une conversation assez importante, surtout au niveau des moyens. Est-ce qu'on peut se permettre des fibres naturelles dans notre garde-robe? Comment est-ce que ça va fonctionner? Alors, je vais lancer la question, est-ce qu'il existe un juste milieu entre les fibres naturelles et les fibres moins dispendieuses, comme les fibres faites de produits pétrochimiques ou autres matières qui sont moins biodégradables? Est-ce que c'est un tout ou rien, un all or nothing, ou est-ce qu'on peut trouver une harmonie entre les deux? Est-ce qu'il y a un de mes invités qui serait prêt à lancer la discussion, ou est-ce que je vous nomme? Je ne sais pas si c'est moi qui voulais lancer la discussion, Jane, mais j'aime bien comment tu as apporté la question. Tu sais, dans le fond, tu as dit « j'en porte aujourd'hui ». Tu sais, c'est tous les matériaux qu'on voit, que ce soit dans qu'est-ce que nous on fait ou qu'est-ce qu'on trouve en magasin, ils existent. Puis aussi, quand on parle de slow fashion, c'est aussi quelque chose qui est très privilégié parce faut qu'on ait le temps de pouvoir le faire avec nos mains. Il faut qu'on puisse avoir les ressources pour pouvoir les acheter. Puis c'est juste que qu'est-ce que ça me faisait penser quand tu parlais de ça, c'est que là, Julie, ça y arrive souvent, elle oublie ses idées. Si tu m'as déjà parlé, c'est tout le temps de même. J'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. J'ai bien parti, puis là, je ne sais plus qu'est-ce que je veux dire. Laisse-moi juste me reconcentrer. S'il y a quelqu'un qui veut dire d'autres choses, je peux revenir. Je crois que pour le slow fashion, c'est vraiment d'éviter les achats compulsifs, peut-être de planifier nos achats, de prévoir nos projets pour ce qui est du tricot, peut-être. De ne pas se laisser emporter par plein de tentations, mais de vraiment avoir un patron précis puis de prévoir notre achat avant. Puis je crois aussi qu'il y a plein d'alternatives. Là, il y a des fibres, justement, en évitant d'avoir peut-être des intermédiaires, d'acheter nous directement à la ferme peut-être, ou ça l'évite. Ça l'évite des intermédiaires, je crois. Puis de connaître où est-ce qu'elle vient la fibre, on dirait qu'on sent une connexion avec la matière qu'on porte. Puis je pense qu'on a un lien d'attachement plus fort avec notre morceau de linge, puis on dirait qu'on va l'aimer plus longtemps peut-être à cause de ça. Notre produit a un sens, on peut dire.
Ben, en ce qui concerne l'idée est-ce que les deux peuvent coexister, ben moi je suis quelqu'un de super radical, là, honnêtement dans la vie, puis pas radical dans le sens danger ou terrorisme, là, dans le sens aller à la racine des choses. T'sais, au fond, radix, c'est la racine latine de radix, c'est racine. Fait que j'envisage toujours les grandes questions comme ça d'une façon très enracinée. Puis, tu sais, je réalise que c'est une démarche très énergivore, tu sais, le temps que je passe quand je choisis un vêtement, je peux penser à un vêtement des mois de temps, choisir, maintenant j'ai besoin d'un nouveau sac à dos, puis là je vais éplucher tout ce qui est possible, et c'est quoi les compromis entre tel matériel, mettons les vêtements de plein air sont très 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 ancrés dans le synthétique. Moi je suis une grosse fan de plein air, j'irais pas faire une randonnée avec la robe que je porte aujourd'hui, même si elle est en lin, puis nanana, tu sais, fait que je pense que ça doit coexister pendant un certain temps parce que la transition est très difficile puis elle demande un énorme changement de mentalité. Puis pour moi, ce changement de mentalité-là, c'est de réaliser que les vêtements sont un produit agricole. Puis souvent, quand je dis ça, les gens sont comme choqués. Ben non, un vêtement, c'est pas agricole, tu sais, ça vient d'une industrie. Mais quand on pense aux vêtements comme étant quelque chose qui vient des produits naturels, bien, la laine vient de la ferme d'Audrey, des moutons. Le coton, le chanvre, le lin, c'est des plantes qu'on cultive. Les couleurs, ça peut être des plantes qu'on cultive aussi. Fait que l'idée de transformer l'industrie agricole, c'est quelque chose avec lequel on est de plus en plus familier. C'est un chantier sur lequel on travaille depuis 15, 20 ans avec le réseau des fermiers de famille puis tout ça. Mais au fond, les vêtements, pour moi, c'est le prochain chantier qui mérite autant d'attention puis d'amour, tu sais. On peut pas changer ça du jour au lendemain. Quand on magasine, moi, je magasine aussi. Il y a toutes les choses que je fais moi-même avec lenteur, amour et le temps de choisir les moindres détails. On ne peut pas vivre comme ça pour chacun de nos morceaux de linge. Fait que je magasine beaucoup de linge usagé, puis je lis les étiquettes, tu sais, parce que je veux pas acheter de chips synthétiques. Mais c'est maniaque, là. Je comprends que vous n'avez pas tous, vous, le temps et l'énergie ou l'intérêt de le faire comme je le fais, puis j'ai des difficultés à tout trouver, là, malgré ma volonté monstrueuse, tu sais. Fait que ça, c'est la vie. Mais je pense de réaliser que les vêtements sont agricoles, puis qu'est-ce qu'elle décrivait Audrey, c'est la valeur de ce lien-là. Tu sais, moi, quand je vais chez Audrey acheter de la laine, ben je vois ses moutons, on fait un pique-nique ensemble, nos enfants jouent ensemble, puis après ça, je teins la laine, je lui montre ce que j'ai fait, puis ça donne une dimension tellement riche aux vêtements, oui, complètement humaine, tu sais, que les vêtements, je leur donne beaucoup plus de soins puis d'amour. Fait que je pense que ça doit coexister pendant une période parce que le vêtement durable, pour moi, il ne peut pas exister à une échelle 100% industrielle. Il doit exister à une échelle domestique où la transformation se fait par chacun d'entre nous. Puis ça, c'est un changement de mentalité qui va se produire sur plusieurs générations parce qu'il est nécessaire, je crois, mais il y a une transition douce à faire, sinon on va être tout nu. Merci. Merci. Je vais lancer une question. J'aimerais vous entendre sur des blends, des mélanges de peut-être une fibre naturelle avec une fibre synthétique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait? Julie? Ben, c'est juste, dans le fond, je vais répondre à cette question-là, puis je reviens. Tu sais, tantôt, je voulais dire quelque chose que j'avais oublié. Oui. Donc, Audrey, et là, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Marie-Hélène, excuse-moi. Donc, Audrey et Marie-Hélène, ils ont dit 2 points que moi, je pensais beaucoup. Tu sais, quand on dit mélanger le synthétique, le naturel, tu sais, peut-être que je peux pas me permettre certaines choses. Dans le fond, c'est de planifier nos achats, d'utiliser qu'est-ce qu'on a, puis dans le fond, d'aller avec nos besoins, puis aussi de prendre soin de nos vêtements, peu importe c'est quels vêtements. Puis c'est une question qui me touche beaucoup. Là, c'est un petit peu plus personnel, mais tu sais, moi, j'étais pour dire, je viens d'un milieu qui est très, très humble. Fait que, tu sais, comme je le dis des fois en blague, mais tu sais, Julie Asselin peut pas acheter les produits de Julie Asselin, dans le fond. Fait que c'est quelque chose que je pense beaucoup. Fait que moi, quand je pense à durabilité, c'est penser à nos achats puis bien les entretenir, peu importe les achats qu'on fait. Puis là, tu m'as dit, est-ce qu'on peut mélanger naturel et synthétique? Oui, il y en a. Il y a plein de blends qui sont faites comme ça, comme par exemple, dans le temps de la guerre, tu sais, la soie a été remplacée par le nylon parce que il y en avait besoin de plus. C'est quelque chose qui est apparu à cause de ça, qui est aussi quelque chose de dommage dans un certain sens. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui apprécient ces qualités-là parce que ça répond à un besoin qu'ils ont dans l'utilité qu'ils font de leur tricot. Donc, c'est comme ça que je le vois. Ça répond-tu à la question? Oui, merci. Oui, okay. Merci. J'aimerais bien faire du pouce là-dessus, surtout sur le premier sujet, là, si tu permets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, là, vraiment pertinentes. Je pense que aussi,
c'est une question, c'est ça, de juste milieu entre, tu sais, puis en étant vraiment une avocate, là, d'utiliser la fibre naturelle le plus possible. Je pense qu'il y a quand même une question qu'on ne peut pas ne pas se poser, même si elle est inconfortable, c'est que de temps en temps, d'ajouter une fibre synthétique dans un produit, ça allonge aussi énormément sa durabilité dans certains cas. Puis des fois, c'est une décision qu'il faut prendre à contre-cœur un peu, mais quitte à pouvoir utiliser ce produit-là, ce vêtement ou peu importe, pendant beaucoup plus d'années que de se ramasser avec quelque chose qui ne peut plus s'utiliser après un très court temps. Mais des fois, c'est une solution aussi qui rentre dans la durabilité. Mais bon, tu sais, c'est toujours un peu brise-cœur, mais bon, ça rentre un peu aussi dans ce qu'on pense pour la durabilité, qui est important, je pense, de se poser cette question-là de temps en temps aussi. Merci, c'est un bon point. Gabrielle? Ben moi, je dirais que je suis un peu moins radicale que Marie-Hélène. Tu sais, je pense que l'important dans tout ça, c'est que on prenne un peu plus conscience de ce qu'on achète. Je pense aussi que quand on fabrique nos vêtements, que ça soit dans le tricot ou nous, on est beaucoup dans le tissu, là, chez Club Tissu, c'est que je me dis, tu sais, quand on va tricoter un chandail, on va passer un nombre incalculable d'heures dessus. Moi, je me dis, à la fin, quand on va être fier, qu'on va vouloir le porter, ça serait le fun qu'on soit confortable dedans, que ça soit pas un chandail qui pique parce que là, on a un petit peu chaud puis que ça respire pas puis c'est de l'acrylique. Mais tant qu'à passer des heures et des heures et des heures, ça serait le fun que le projet dure longtemps, qu'on soit fier, qu'on soit confortable. En même temps, il y a encore beaucoup d'enjeux, justement, de coût. Il y a encore beaucoup d'enjeux, on va en parler plus tard, mais de traçabilité parce qu'on sait pas exactement tout le temps. Dans la laine, c'est un peu moins pire, mais dans les tissus, ça reste très difficile. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi pour qui, tu sais, de pas notre génération, mais des générations précédentes, d'avoir des produits qui sont lavables, qui sont faciles, qui s'usent pas beaucoup, c'est vraiment un gros enjeu. Fait que quand on a des clientes plus âgées, là, de l'âge de mes grands-parents, puis que je leur dis cette laine-là, elle va pas dans la laveuse, c'est un non tout de suite. Fait que, tu sais, il y a quand même toutes ces choses-là que je me dis, nous, c'est facile parce qu'on a comme, ben moi, en tout cas, j'ai grandi avec ça, l'espèce de conscience un peu écologique et tout, mais il y a des générations qui n'ont pas ça, puis je pense que c'est important à prendre en compte aussi dans ce qu'on dit puis dans ce qu'on fait, là. Merci. Merci. Mais c'est intéressant aussi de voir, tu sais, il faut vraiment regarder l'optique des fibres synthétiques parce que des fois, ça peut amener un aspect durable. Si on peut prolonger la vie d'une chandail parce qu'il y a un petit élément qui est synthétique, ça, il faut prendre en considération. Donc, vraiment, c'est pas un all or nothing, là. C'est vraiment de cas par cas et c'est une question très subtile. Peux-tu? Absolument. Bon, là, je vous l'ai dit là, que j'étais radicale, là, fait que vous êtes prévenus. Non, avec respect et sourire, là, j'ai de la misère à imaginer une situation où un vêtement peut absolument pas être réparé ou comme la fibre synthétique est réellement nécessaire. Puis je pense, ben, je suis prête à être contredite avec joie, là, au fond, tu sais. Réparer les vêtements, là, avant, c'était même pas une question. Tu sais, on réparait ce qui était troué, puis on raccommodait, puis on raccourcissait si le bas était fini, puis ça allait faire au petit frère d'ensuite. Puis moi, je répare mes vêtements, là. Puis souvent, quand il y a une fibre synthétique, ben ça va comme la fibre, elle sort, puis la qualité du tissu est moindre à la longue. Puis je suis pas une spécialiste des tissus, mais pour mes vêtements, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, que les fibres naturelles, on peut vraiment facilement les réparer, puis on peut camoufler une réparation, puis on peut aussi arborer fièrement une réparation, puis en faire un statement de déclarer que justement ce vêtement-là a le mérite de survivre à son trou, tu sais. Fait que moi, mes pantalons, mes tricots, je vais réparer les aisselles, je vais réparer les coudes, puis je vais les porter souvent puis longtemps. Fait que, tu sais, je comprends qu'il y a des trous plus durs que d'autres à réparer, sauf que je pense qu'il faut pas le voir comme une fin en soi, mais ça, c'est ma façon intense d'aborder les fibres naturelles. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais passer à le prochain sujet qui est la traçabilité. Puis moi, je pense qu'on devrait commencer avec juste une définition de traçabilité. Et j'aimerais commencer avec notre productrice. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça veut dire traçabilité de l'optique d'une fermière? Où est-ce que la traçabilité, c'est quoi le début de la traçabilité dans une fibre naturelle? Bien, dans mon cas, dans le fond, la fibre va commencer d'abord à la ferme avec la tombe des brebis. Donc, de savoir, même moi, dans mon cas, je vais séparer la laine des agnelles. Donc, l'agnelle, c'est la jeune brebis qui va être à sa première tonte lorsqu'elle a 6 mois. Donc, la fibre n'est pas pareille que
les brebis plus adultes. Donc, la première étape, c'est de séparer la première tonte de celle des brebis, parce qu'on va avoir une fibre quand même assez différente. Ensuite, ça va être de faire le premier tri. Après ça, ça va être de savoir où est-ce que la fibre s'en va, dans quel moulin, où est-ce qu'elle va être filée. Dans notre cas, elle va revenir à la ferme et ça va être teint à la main en petits lots par quelqu'un. Donc, c'est vraiment... Moi, dans mon cas, je sais exactement toutes les étapes. C'est pas comme ça, malheureusement, pour tous les agriculteurs et les bergers du Québec et du Canada. Donc, la plupart des gens vont jeter la fibre ou ils vont l'envoyer dans un melting pot de fibres qui va être trié. Et ensuite, ça va souvent s'en aller outre-mer. Et après ça, on ne sait pas. C'est ça qui arrive, c'est que il y a des choses qui reviennent ici, mais ça l'a passé par plein de petites places ou de grosses places. Puis, c'est ça. Mais avec ça, j'aimerais poser une question. Est-ce que la traçabilité est une priorité pour vos clients? Est-ce que c'est quelque chose que vos clients demandent? C'est quoi la provenance de vos moutons? C'est quoi le génétique? Nous, dans le fond, je dirais que de plus en plus, mais c'est pas habituellement, c'est pas un des points principaux. Ça varie vraiment selon nos magasins aussi. En fait, c'est sûr que dans les endroits, mettons notre magasin de Saint-Hubert va être dans un endroit un peu plus aisé, on le voit de plus en plus. Les gens, ils vont demander d'avoir des produits du Québec ou d'avoir juste de savoir la provenance. De savoir, par exemple, qu'un tissu vient d'Europe ou de la Chine, ça fait une différence. Mais c'est vraiment pas encore tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver sur un produit, ils vont voir le prix, ils vont faire le saut, puis on a beau leur dire que ça vient de la ferme à côté, que ça vient du Québec, que c'est une meilleure qualité parce que ça a été produit dans un meilleur endroit. Il y a des gens pour qui c'est pas du tout important ou, en fait, que c'est important, mais qu'au final, ça va être le prix qui va faire la différence. Fait que c'est vraiment variable, puis je trouve qu'en ce moment, c'est super difficile de trouver un équilibre là-dedans parce que nous, on dit, on veut mettre plus de l'avant ces fibres-là, on veut savoir la provenance, on veut mettre les produits naturels de l'avant, on veut dire, ce producteur-là, ses animaux sont super bien, c'est une petite ferme, c'est une petite famille. Mais d'un autre côté, la clientèle suit à moitié, donc c'est vraiment difficile de trouver le juste milieu là-dedans, je dirais. Puis dans les tissus, c'est la même chose, autant dans la laine que dans les tissus, là. J'ai une autre question pour toi, s'il vous plaît. Quand vous avez des clients en magasin et ils posent des questions sur la traçabilité, d'où vient le produit, est-ce qu'ils t'engagent dans une conversation par la suite ou est-ce que c'est vraiment merci, c'est juste ça que je voulais savoir? Ou est-ce qu'ils veulent vraiment connaître plus? Habituellement, ils veulent juste savoir l'endroit. Des fois, quand c'est vraiment local, puis qu'on sait l'histoire, là, ils vont préférer, ils vont vouloir avoir plus d'informations. Des fois, ça les intéresse aussi quand nous, on vend ce qu'on appelle du dead stock de designer. Donc là, mettons, en ce moment, on a la collection d'une designer montréalaise qui s'appelle Annie 50. Fait qu'elle, on a ses tissus. Fait que là, quand ils savent que, par exemple, c'est des tissus qu'elle a achetés des fois localement, des fois non, que là, c'est des tissus qui auraient probablement été jetés, qu'on les prend, qu'on les réutilise. Là, quand ils ont une histoire, ils aiment ça. Mais la majorité du temps, ils vont dire « ça vient d'où? Ah, OK, ça vient de là, ça vient de là ». Il y a aussi que, des fois, on le sait pas. Dans le tissu, il y a beaucoup d'achats de lots. Fait que ça, c'est des entreprises qui vendent. Puis là, on t'achète tous ces tissus-là. Certains ont une provenance, d'autres non. Des fois, on sait c'est quoi, des fois, on sait pas c'est quoi. Fait que des fois, même nous, on a beau faire des efforts pour essayer de trouver d'où ça vient, on le sait pas nécessairement, là. Merci. Merci. Je veux juste dire, on est privilégiés ici au Festival Twist parce que tout le monde est passionné par les fibres. Et tout le monde nous pose des questions. Mais je voulais savoir si vraiment dans le quotidien, est-ce que les gens, c'est un sujet qu'ils connaissent ou qui leur inspire? Alors, à toi. Moi, souvent, quand j'écoute d'autres personnes parler, ça me fait réfléchir, puis je me pose des questions. Tu sais, comme là, il y a des questions dans... donc là, la question que je me posais en ce moment en vous entendant parler, tu sais, souvent... On parle de traçabilité, comme par exemple, nous, avec notre entreprise, on sait c'est qui les fermiers avec qui on achète, les poules, les moulins, tout ça. C'est juste que là, dans ma tête, le chemin qui s'est fait, c'est que je me disais, parce que moi, j'ai été élevée en communauté, je pense toujours communauté et le bien de toutes les personnes. L'idée qui m'est venue en tête, c'est que je me disais, mettons, on dit, ah oui, ça vient de où? C'est qui a fait ça? Là, qu'est-ce que j'ai pensé? C'est que je me suis dit, est-ce qu'on pourrait peut-être penser à... Est-ce que la personne a été bien payée? Est-ce que la personne traite bien les animaux?
c'est de la fibre naturelle, Youpi. Est-ce que, dans le fond, c'est juste que l'idée qui m'est venue en tête, c'est est-ce que c'est le résultat final puis les retombées de ça qui sont peut-être plus importantes que de savoir que c'est Julie qui a touché à cette chose-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est l'histoire derrière le produit qui devient important. Un petit peu plus peut-être que la traçabilité. La traçabilité, c'est peut-être à une plus grande échelle, mais pour tout ce qui est à proximité, c'est l'histoire. Quand je pense au bien-être des humains et de la planète, c'est juste que je me dis, est-ce qu'on est trop c'est la question que je me pose moi-même. Est-ce qu'on est trop attaché à l'histoire ou au résultat qu'on obtient, peut-être qui est plus important? Ou c'est philosophique comme question. Ouais. Non, mais c'est ça qui se passe. Cool. Ouais. Mais je ne sais pas en quoi sont en contradiction le fait que l'histoire soit divulguée ou pas, puis le résultat. Je pense que l'un nourrit l'autre, parce que je trouve que les histoires humaines sont d'une richesse qui donne de l'importance aux produits. Puis nous, les gens nous posent rarement des questions sur d'où vient notre laine, mais nous, on leur déclare d'où vient notre laine. Puis nous, quand on cherchait quelle laine teindre au début, parce que vraiment, nous, c'est pas par la fibre qu'on est arrivé, c'est par les plantes. Tu sais, on a tripé sur le pouvoir des plantes. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on teint? Tu sais, contrairement à quelqu'un qui disait, wow, j'adore cette fibre, avec quoi je vais la teindre? Nous, c'est l'inverse. Puis on disait, bonjour, toi, tu teins de la laine, d'où vient ta laine? Puis, ben, je te le dis pas. Tu sais, je veux pas que tu teignes la même laine que moi. Puis on était, oh, fait que, tu sais, c'était difficile. Il y avait une opacité, même si les gens pouvaient tracer leur laine. L'histoire que tu mentionnes, mettons, elle restait secrète, elle. Puis nous, on s'est dit, tant pis. Nous, notre premier kiosque, on avait des photos d'Audrey puis de son chum avec un agneau dans les bras. On avait une photo de France Custeau qui est en Estrie. Puis on mettait des photos des fermiers en haut des laines pour dire, regardez, c'est lui, je le connais, je l'ai vu, je lui ai parlé. Puis c'est ses animaux à lui, tu sais. Fait que nous, au contraire, c'est que plus de gens vont demander à ces fermiers-là leur laine pour la teindre, bien, plus ils vont rayonner, puis plus de fermiers vont se mettre à valoriser leur laine. Parce que Audrey, là, je sais pas si vous réalisez à quel point elle est exceptionnelle, là. Oui, parce qu'il y a si peu de fermiers. Ouais, on applaudit Audrey, sérieux. Parce qu'il y a vraiment peu de fermiers qui accordent l'importance à la fibre. Puis si on le raconte pas que la fibre vient d'Audrey l'extraordinaire, ben ça va inspirer plus d'agriculteurs à valoriser leur fibre. Fait que je pense que l'histoire nourrit le résultat. Je le vois pas en contradiction, je le vois comme un moteur. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui est le plus important? Je pense que c'est ensemble. Je le vois ensemble, ouais. Je me permets de rebondir là-dessus vraiment rapidement. C'est vraiment super intéressant, là. Mais je pense que ça souligne le point, en fait, que oui, je pense que c'est dans la conscience de plus en plus des consommateurs de poser cette question-là, de s'intéresser à ça. Je pense que l'intérêt vient de l'histoire, puis après ça, poser la question comme étant un facteur décisif, tu sais, de est-ce que j'achète ou pas ce produit-là. C'est de plus en plus présent, mais je pense que la vraie responsabilité vient vraiment des entreprises, d'être transparent à la base. Puis ça, je vois quand même qu'il y a vraiment un mouvement là-dedans, là, des entreprises, autant des designers locaux, tu sais, qui vont vraiment détailler la chaîne de production a été fait où et comment, le tissu vient d'où, etc. Puis même aussi, tu sais, au niveau de la fibre, les compagnies vont... Et l'emballage. L'emballage, ben, c'est-à-dire parce que les lois sont quand même vraiment lousses. Là. Quand on dit qu'un produit est fait au Canada, on parle vraiment de ce que la couture a été fait ici au Canada, mais la chaîne de production avant, c'est pas clair, c'est pas transparent. Fait que je pense que oui, c'est la responsabilité du consommateur, mais c'est du travail pour le consommateur de faire ça, puis c'est d'avoir des réponses des fois qui sont un peu inconfortables aussi. Je pense que la responsabilité vient des entreprises d'être plus transparent, de travailler là-dessus. En tout cas, moi, c'est un défi que je me donne personnellement aussi là, dans le futur. Mais je pense que ça revient pas mal à ce que tu disais. Là. Oui. Juste pour compléter sur la même ligne d'idée, ben, tu sais, souvent on voit sur des étiquettes, je sais pas moi, laine de Mérino du Canada, mais tu sais, ça porte à confusion parce que oui, il peut y avoir de la laine de Mérino qui a été filée au Canada, qui a été teinte au Québec, mais l'élevage du Mérino ne vient pas du Canada. Tu sais, l'éleveur, il vient de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, et qu'après ça, la laine a été importée une fois lavée par des filatures canadiennes. Donc, c'est tout ce qui est écrit sur l'étiquette, souvent, ça va juste porter à confusion là, pour la plupart des consommateurs en réalité. Là. Donc, Ouais. et le Mérino, c'est une race de mouton, mais
il y a plein d'autres races. Là, Oui. tu sais, c'est Comparables, comme- oui, qui existent au donc, Canada. Exactement. Donc, C'est que Voilà. Merino a fait un bon job de branding à l'époque et c'est comme ça qu'on connaît le Merino. Alors, j'ai une question qu'on n'a pas préparée, nous. Mais si on a des petites entreprises avec nous aujourd'hui ou des gens qui pensent se lancer en affaires, des petits pouces, qu'est-ce qu'on a à leur recommander du départ pour ce qui est la traçabilité dans leurs produits ou la durabilité dans leurs produits? Est-ce que vous avez des conseils parce que ça fait assez longtemps que vous êtes en affaires? Rien? Mais moi, je vais lancer une petite affaire. disons, ben, au niveau de l'étiquetage, là, je crois de la provenance puis tout ça, là, je pense que c'est juste Oui. l'emballage étiquetage, là, ça peut être bien. Mais... Ce que moi, je dirais là-dessus, c'est qu'on a beaucoup de moyens, beaucoup de compagnies, des fournisseurs au Québec qui ne sont pas bien exposés. Mais c'est de vraiment commencer à poser des questions aux gens autour de vous. Où est-ce que je peux trouver la laine du Québec? Où est-ce que je peux trouver du rambouillet ici au Québec? Est-ce que ça existe? Non, mais c'est un exemple. Surtout pour l'emballage. Ce que je vois souvent avec des petites entreprises, c'est que, oui, on a des fibres naturelles, des beaux chandails qui coûtent cher, mais c'est emballé dans un sac en plastique. Est-ce qu'il y a une autre chose qu'on peut faire, un sac en papier, par exemple? Je vois beaucoup de gens ici qui sont très conscients de l'emballage, mais pour des nouvelles entreprises, c'est quelque chose à considérer dans votre histoire de durabilité chez vous. Autre commentaire sur le sujet de traçabilité? Je me disais juste que, tu sais, quand tu disais des conseils à des jeunes entreprises, donc oui, effectivement, tu sais, le plus d'informations qu'on donne ben, c'est parce que j'ai pas le bon mot. Toutes les langues se mélangent dans ma tête. C'est ça, le plus d'informations qu'on donne, tu sais, dans le fond, les gens sont plus curieux aussi, puis je veux dire, de raconter qu'est-ce qu'on fait, notre histoire, les gens avec qui qu'on travaille. Comme on disait tantôt, tu sais, c'est super intéressant. Je veux dire, on est intéressé par ça, c'est ça qu'on fait. Puis c'est ça que les gens aussi aiment. Puis où est-ce que je m'en allais? J'oublie tout le temps mes idées. Je suis fatiguée, hein? J'ai pas dormi beaucoup hier. Où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que... Oh non, ça me l'a encore fait! Les étiquettes. Non. Julie, elle a encore de la misère. moi j'étais surpris quand j'ai commencé à parler à beaucoup de différents innovateurs avec la laine qui achetaient leur laine de l'Angleterre, de Nouvelle-Zélande. Je me suis dit, regarde, on a de la laine ici. Oh non, la laine ici, non, c'est pas du bon laine, la bonne laine. Et vraiment, c'est des mythes, puis on aimerait écraser les mythes comme ça. Alors, pour les nouveaux entreprises, moi, je pense qu'on est très, très, très chanceux au Québec, et c'est de vraiment poser des questions à notre entourage. Okay, je me suis rappelé qu'est-ce que je voulais dire. Ça me prend tout le temps une minute. Go vite. C'est que je voulais dire, c'est que faut, c'est comme vous le voyez, j'aime ça jaser. Si tu m'as déjà parlé, je te jase beaucoup. C'est de parler avec les gens avec qui on travaille. Tu sais, on dit il faut poser des questions. Ben c'est d'avoir une relation personnelle avec les gens avec qui on travaille. Mettons, tu sais, je sais que c'est plus de travail, mais aussi ça nous permet d'être mieux outillés. Fait que ça, c'est comme quelque chose de vraiment important. Gabrielle. Oui, moi j'aurais 2 conseils. En fait, là, le premier, ça serait, tu sais, c'est correct aussi d'y aller une chose à la fois. Je pense que si quelqu'un qui se part en entreprise, c'est déjà énorme, c'est déjà un gros risque, c'est un saut dans le vide. Fait que, tu sais, c'est correct si la première année, c'est pas 100% parfait, puis vous n'êtes pas 100% local. C'est correct de se dire, ben là, je commence avec ça, puis ça, c'est le plus important pour moi. L'an prochain, je vais aller développer l'autre chose, parce que ça sert à rien de juste vouloir être parfait dès le début puis se mettre énormément de pression. C'est correct aussi d'y aller tranquillement puis de faire de notre mieux. Puis je dirais l'autre chose, si vous vous lancez là-dedans, attendez-vous à faire énormément d'éducation puis de démystifier des mythes, comme tu viens de mentionner. Tu sais, les gens, quand on arrive dans le tricot, dans le tissu, dans la couture, etc., ils ont plein de préjugés. Ils pensent que ça vient... Tu sais, quand tout le monde nous dit « Ah, le plus doux, c'est le mérino, il n'y a rien d'autre qui est doux. » Tu sais, il y a ça, de savoir que les gens, des fois, ils commencent le tricot, ben ils vont commencer peut-être avec de l'acrylique puis ils vont trouver que c'est super merveilleux. C'est correct, ça va leur prendre du temps à se rendre à d'autres choses. Fait que, tu sais, vous allez avoir un énorme travail d'éducation à faire. C'est vraiment le fun parce qu'on parle de nos passions, mais c'est un gros morceau à surmonter, je pense. Voilà. C'est excellent, merci. Et oui, on peut toujours... Le départ peut être minuscule, microscopique comme entreprise, et c'est peut-être avec la vente de la première une chandail ou un paire de bas. Et là, il y a beaucoup de potentiel au Québec. Je pense que c'est ça que j'aimerais communiquer. Et on est très chanceux ici.
J'aimerais passer à le sujet de l'avenir de l'industrie, les tendances. Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent comme des sujets émergents dans tout ce qui est durable, textile, fibre? Est-ce qu'on peut commencer avec Audrey? Oui. C'est ça. En ce qui me concerne, je pense que c'est de mettre de l'avant le travail des agriculteurs derrière la fibre, un peu comme Marie-Hélène parlait tantôt. Et c'est pas juste pour la laine. J'aimerais ça voir à un moment donné au Québec des champs de lin, de chanvre et de plein d'autres fibres. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait des acheteurs et des transformateurs aussi à proximité. Parce que nous, en tant qu'agriculteurs, justement, je suis peut-être la une ou deux. Je suis comme, on les compte sur les doigts d'une main, les gens qui vont faire l'effort de faire leur mise en marché, mais on a déjà assez dans la bergerie puis dans, dans les champs à s'occuper. Donc, on peut pas tout faire, là, nous, en tant qu'agriculteurs. Il faut qu'il y ait d'autres acteurs d'industrie qui s'impliquent puis qui nous aident à mettre en marché notre produit, puis qui achètent nos produits, puis qu'il y ait aussi des ressources gouvernementales ou autres, de formation, mettre en champ du lin demain matin. Malheureusement, il n'y a pas un agronome de formé pour ça. Donc, c'est pas juste, c'est comme si c'était toujours de la faute des agriculteurs, là. On se sent toujours comme taper du doigt sur plein d'affaires, mais malheureusement, on peut pas tout faire. Donc, ça prend de l'aide extérieure, là. Ça prend d'autres entrepreneurs qui vont Et nous l'effort aider. des médias aussi de communiquer nos histoires. Je peux Ouais. je vais juste faire un petit pouce sur ce qu'elle vient de dire. En fait, ceux qui étaient dans ma conférence juste avant, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a un projet pilote en ce moment pour le lin, justement, avec le gouvernement du Québec. C'est vraiment embryonnaire, mais en fait, ils ont pris plusieurs agriculteurs qui présentement font du soya, font pas encore du lin. Ils ont pris des transformateurs, puis ils ont pris des vendeurs comme nous dans le tissu. Puis ils commencent un projet justement où est-ce que chaque acteur de l'industrie s'engage à faire sa part. Donc là, il y a des producteurs qui vont commencer à faire pousser du lin ici. Ensuite, des entreprises qui vont le transformer. Puis nous, en fait, chez Club Tissu, on s'est engagé à aller vendre les résultats de tout ça. Ça va prendre quelques années, puis les premiers lins seront pas beaux. Fait que ça risque d'être plus utilisé pour faire des tapis puis ce genre de trucs-là parce qu'ils seront pas la même qualité là, que ce qu'on retrouve en Europe en ce moment. Mais c'est un super bon exemple parce qu'on a les sols parfaits pour en produire. Fait qu'on espère que d'ici 5 à 10 ans, on puisse retrouver des tissus où est-ce que vous pourrez faire vos propres vêtements en fait avec du lin du Québec. Là. Donc, excellent point. Puis c'est en cours. Je suis vraiment... 2 secondes. Est-ce que tu peux juste dire où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations là-dessus? Est-ce que c'est à travers ma page? C'est pas été annoncé encore. Ça a vraiment été. Non, c'est ça. C'est vraiment, ils ont comme eu des rencontres où ils ont commencé les projets, mais ça n'a pas été annoncé nécessairement. Là. Moi, je peux en parler, mais c'est un peu embryonnaire encore. Là. Merci. Je suis vraiment excitée d'apprendre ça parce qu'il y a déjà eu un projet pilote dans le passé, puis c'était pour faire des composantes de voitures en lin, là. Fait que c'était vraiment plate. Fait que ça fait vraiment plaisir à entendre. Puis, tu sais, je pense que le point que soulève Audrey est comme d'une importance capitale, là, parce que il y a plein de laine au Québec qui n'est pas valorisée, puis il y a plein de gens qui voudraient l'utiliser. Qu'est-ce qui manque entre les deux, là? C'est les entreprises, puis les installations, les machines qui vont la laver, puis la transformer en fil, puis en tissu. Ce bout-là, il n'existe plus au Québec. Puis il a déjà existé, puis c'est plus là. Puis c'est la difficulté majeure. On connaît plein de fermes qui ont 400 rambouillets, puis ils jettent la laine, mais c'est fou, ça. Mais ils n'ont pas l'énergie, le temps, puis c'est normal, là, parce qu'Audrey, on l'a dit, est extraordinaire. Puis fait que c'est la partie qui manque. Fait que faut, moi, c'est pas moi qui va le faire non plus, c'est pas Audrey qui va le faire. Fait que c'est les personnes qui ont envie de développer ces industries-là, j'aimerais vraiment, vraiment les découvrir puis les rencontrer parce qu'il est là le trou, à mon avis, là, dans la chaîne. Là, Julie, elle prend le micro. Oublie pas ton idée, Julie, là. Je te laisse aller tout de suite. Non, mais c'est juste que tu dis, on parle de chaîne. Dans le fond, tantôt, je parlais de communauté, puis de travailler ensemble, puis que ça, c'est, là, je dis pour moi parce que c'est la chose première qui me vient en tête, mais, pour nous, en tant que personnes qui habitent sensiblement tout au même endroit, donc le Québec, c'est comme on dit, si chacun fait sa part, puis c'est qu'il manque des parties qui sont pas là. Donc, peut-être, si jamais vous avez l'esprit entrepreneurial, réfléchissez à quelle partie qui manque en ce moment. Une filature, s'il vous plaît. C'est quelqu'un. Puis, non, vas-y, c'est un autre sujet. OK.
Bien, je faisais juste conclure un peu ce que tu disais vraiment. Tu sais, je pense qu'effectivement, l'avenir ressemble à quelque chose qui est en économie circulaire. C'est la chose qui est la plus importante, je pense, puis qui est la plus... qui va compléter là, cette espèce de cercle-là où il manque des acteurs. Puis même si les acteurs sont peut-être présents, il manque le lien que le projet semble vouloir répondre à. Là. Fait que je pense que l'économie circulaire, c'est une des choses que l'avenir... En fait, on n'a pas le choix. Là, on s'en rend bien compte là, que comme... Mais parlons un peu d'économie circulaire. Peux-tu nous donner une petite description, une idée de c'est quoi l'économie circulaire? Oui, vraiment. En tant que non-experte, je vous donne ma définition. Moi, l'économie circulaire, je vois ça comme étant les déchets de l'un fait le produit de l'autre. Donc, vraiment de dire, OK, tu sais, on a, bien, dans l'exemple du lin, par exemple, ou en tout cas, même la laine, tu sais, je veux dire, par exemple, que tu étais une productrice où tu avais ta ferme, etc., ta laine, comme tu mentionnais, il y a beaucoup de monde là, qui ne savent pas quoi en faire de leur toison. Donc là, c'est d'utiliser cette toison-là pour en faire autre chose qui peut servir éventuellement à quelqu'un d'autre. Donc, c'est de travailler en circularité pour réduire au maximum les déchets qui sont produits. Puis dans l'industrie textile, on sait que c'est une des industries les plus polluantes en déchets, là, de ce qui est pas utilisé, qui peut être utilisé pour plein de choses. Bon, les rembourrures de voitures, c'est pas sexy, mais c'est quand même, on réutilise quelque chose, tu sais. C'est quand même intéressant. Fait que je pense que c'est une partie de réponse. Puis la seconde, je pense que l'avenir est lent. Ça, on doit ralentir absolument la cadence de la consommation, de la production. La lenteur, ça va vraiment être central, je pense. Puis, je pense que pour refaire du pouce à ce que tu disais par rapport à l'utilisation de plastique, quand on dit, tu sais, d'ajouter un peu de nylon, des fois, ça fait en sorte que oui, on va utiliser notre vêtement plus longtemps. Mais après, pourquoi ne pas le réparer? Mais là, c'est du temps. Tu sais, c'est du temps qu'il faut prendre, qu'on n'a pas si on n'accepte pas de ralentir. Puis de dire à la place de m'en racheter un tout de suite, je vais réparer mon chose, mon produit, mon vêtement. Fait que je pense que ça serait mes deux. Mais le COVID nous a appris ça aussi, hein? Oui, parce qu'on n'avait pas les matières disponibles. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'innovation qui s'est produite du COVID. Gabrielle, as-tu des commentaires là-dessus aussi? Toi, tu es assez impliquée. Ben oui, dans le fond, dans l'aspect économie circulaire, dans le fond, je pense qu'il y a aussi l'aspect recyclage, réutilisation, réparation. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie beaucoup de mettre de l'avant aussi. Il y a plein de trucs. On le fait un peu chez Club Tissu, on fait du prêt d'objets comme les machines à EM, mais il y a beaucoup de boutiques là, qui sont sorties comme ça où est-ce que du partage de machines à coudre, du partage de trucs qu'on n'utilise plus, ça peut être des vraiment bonnes idées. Nous, on se dit, si au lieu d'être 10 familles qui achètent 10 machines, ça peut être une famille qui achète une machine puis que tout le monde se la prête, par exemple. Il y a tout l'aspect aussi de réutiliser. On essaie de proposer beaucoup de projets avec des retailles, avec des restants de laine. On travaille aussi sur des projets pour, en fait, défibrer la fibre de coton à courte pointe avec une belle machine qui va la broyer pour faire une espèce de poudre pour faire du rembourrage après avec ça. Fait que c'est des choses qu'on essaie de travailler. C'est super difficile parce que ça se fait pas beaucoup dans le monde. Il n'y a pas tant de développement que ça pour faire ça. Alors que, comme tu disais, c'est une des industries les plus polluantes. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations qu'on peut faire à court puis à moyen long terme par rapport à ça. Là. Merci. Merci. Moi, j'aurais aimé encore faire du pouce. Hein, on fait du pouce, c'est ça, une table ronde. Sur ce que tu as dit, Atelier Perluette. J'ai oublié ton... Alice, excuse-moi. On s'est toutes rencontrés 5 minutes avant, OK? Désolée. Par rapport à l'importance de la lenteur, là, une tendance dans l'avenir qui m'inquiète un peu, c'est que là, tu sais, c'est arrivé plein de fois avant dans le passé, c'est que là, les gens ont des volontés de transformer des pratiques, puis après, c'est repris par les grandes entreprises, puis c'est commercialisé, puis c'est utilisé à outrance, puis à profit. Fait que ça part d'une bonne intention, puis après, tu sais, si Zara se met à faire des lignes teintes naturellement, là, bien, je pense que ce serait dramatique, tu sais, que la fast fashion fasse semblant d'être de la slow fashion, puis on en voit, là, des grandes compagnies qui sortent des lignes teintes naturellement, puis tout ça. Puis si ces choses-là qui sont très, très, très énergivores à produire, tu sais, l'espace où on fait pousser des plantes pour la teinture, c'est de l'espace où on fait pas pousser de la nourriture, là. Tu sais, il faut être conscient de ça. Puis c'est arrivé précédemment avec le maïs. Quand le maïs s'est mis à servir de carburant, bien, les prix du maïs se sont envolés. Puis les gens qui dépendaient du maïs pour se nourrir ne pouvaient plus acheter du maïs. Ça servait avec les quinoa, ça servait avec plein de choses. Fait que si les grandes entreprises se mettent à faire des produits jetables sous la couverture d'être durables,
ben, on se retrouve à utiliser des ressources hyper précieuses qui vont être valorisées un très court laps de temps. Moi, c'est une crainte que j'ai de ces dérives-là parce qu'elles sont déjà arrivées dans l'alimentaire auparavant pour plein d'autres domaines. Fait que je vous invite vraiment pas à tomber dans ce piège-là qui se trace quand même devant nous, là, que des industries mal intentionnées reprennent ces magnifiques intentions-là que nous avons à leur profit puis qui continuent la destruction de la planète. Là. Fait que c'est ça. Désolée d'être un oiseau de malheur, mais on l'a déjà vu avant, tu sais. Merci. Une petite question. Les certificats d'éco-responsabilité qu'on voit maintenant, si une compagnie est conforme à certains règlements, il peut porter une étiquette qui dise qu'ils sont partie d'une grande association de responsabilité. Est-ce que vous avez des commentaires sur ces certificats, ces enregistrements, soit organiques, biologiques ou du B Corp ou RWS, les autres? Ben, pour ma part, pour la certification biologique, ben, c'est sûr que c'est pas tous les agriculteurs, même s'ils ont des bonnes pratiques, qui vont aller chercher leur certification biologique. Donc, tu peux être pas biologique puis quand même avoir des bonnes pratiques agricoles. Donc, oui. Et pour les textiles, est-ce que... Ben nous, je dirais que ça, pour la clientèle, là, souvent, ça va être un plus. Si on leur dit, ce tissu-là, en plus, il est bio, par exemple, mais c'est pas, c'est rare que les gens rentrent et disent, c'est ça que je veux. Okay. Souvent, c'est vraiment un bonus. Ça va être la dernière chose quand ils hésitent entre deux produits. Ah, lui, en plus, il est bio, lui, en plus, il est local. Mais en ce moment, souvent, les gens, ils viennent vraiment soit avec un projet en tête, soit avec un prix, soit avec un type de tissu qu'ils cherchent. Fait que j'ai pas l'impression qu'on est vraiment rendu où est-ce que pour eux, ça va faire une énorme différence d'avoir une certification. Merci. J'ai pas suffisamment de connaissances, je pense, pour juste sortir ces affaires-là de mon chapeau, là. Mais je sais que je trouve qu'il y a une grande quantité de différentes certifications qui rendent la chose vraiment mélangeante pour le consommateur, ça c'est sûr. Il y a des certifications qui veulent dire quelque chose par rapport à quelques fibres de la composition, mais ça n'implique pas qu'il n'y a pas nécessairement de fibres synthétiques, tandis que ça donne un peu l'impression que c'est quelque chose qui est comme 100% coton, ou, etc. Donc, mon point, ça serait que le fait que moi, je connaisse, que je sois moi aussi mêlée, je me dis pour les clients qui ne sont pas dans ce domaine, c'est mélangeant, puis ça porte à confusion vraiment. C'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les certificats, mais mettons... La boîte à Pandora. Non, mais c'est parce que, tu sais, ça peut... Tu sais, ça porte... C'est parce que c'est pas mauvais, c'est pas mal. Ça part jamais d'une mauvaise intention. Mais, tu sais, souvent, les certificats, c'est utilisé par des grosses compagnies. C'est facile d'avoir un certificat, peut-être, des fois. Mais c'est ça que j'ai toujours remarqué, c'est que les producteurs et les gens qui tiennent leurs produits à cœur, ils font ça de façon qui est déjà assez biologique. Tu sais, l'étiquette de dire c'est organique, c'est biologique, c'est ci, c'est ça. Si on achète local, puis on connaît la personne qui a produit l'article qu'on veut acheter, il y a une bonne chance que c'est déjà fait avec beaucoup de cœur et bonne intention. Ensuite, c'est juste de savoir le consommateur. Je pense que des fois, ils en veulent juste toujours plus, mais jusqu'où on peut en donner plus versus le prix qu'on peut offrir aussi. Là. Donc, c'est ça le raisonnement. Là, c'est ça. Mais dans nos discussions en préparation pour aujourd'hui, on s'est dit déjà le fait de tricoter et faire les choses à la main. Il y a plein de gens qui utilisent ça pour se calmer, pour gérer l'anxiété, le stress. Déjà, c'est bon pour l'environnement, je trouve. On met une bonne énergie dans l'univers en faisant des choses à la main de façon slow, que déjà c'est durable. Et le reste, c'est les détails qu'on va améliorer au fur et à mesure, je crois. Ça, c'est tendance. Ça, c'est la tendance que moi, je prévois. Avant de finir, moi, j'ai posé la question à mes invités aujourd'hui. J'ai 100 $ à magasiner ici au foire. Est-ce que vous avez des produits à me proposer, soit de vos compagnies ou bien des compagnies coup de cœur que vous avez eues ici au festival?
Est-ce qu'on peut commencer ici ou... Tu réfléchis? OK. C'est un produit de nos 2 fermes, dans le fond. OK. Donc, compagnie féminin, OK. Bon. Oui. Donc, je propose un chandail fait avec une laine 70% East Friesen de ma ferme et qui est mélangé avec 30% de mouton Jacob pour obtenir un beau gris naturel à 16,50 les chevaux seulement et avec une belle couleur de la même base qui est teinte naturellement avec des plantes de l'autre côté de la rive dans la région de Québec. À combien? 36,50. Donc, je ne sais pas combien que ça donne, mais vous pouvez avoir un beau petit gilet comme environ 60 peut-être, 70. Puis avec le reste du 30 ben moi, je vous dirais d'aller voir Paul de Urso Yarn parce que je lui ai fait une belle base polypé nylon, 80% polypé. C'est très différent de la base East Friesen ou de Jacob. C'est super doux. Donc, le polypé, je crois que c'est le Mérino du Québec. C'est vraiment très fin. Allez toucher à ça, puis vous pourriez vous faire une belle paire de bas avec le reste. Puis les couleurs sont super belles aussi. C'est ça que je vous ai à vous proposer. Je vais passer à l'autre côté, mais je veux dire, OK, si vous avez des questions pour les madames ici, vous êtes à quel kiosque et On où est dans le foire? au kiosque 122 et... Je pense 121 parce que je suis à côté d'elle. Et vous êtes dans la gymnase? Oui. OK, dans la En tout cas, gymnase. juste pour vous dire, il faut avoir un gilet puis une paire de bas à 100 totalement du Québec. OK? Durable, c'est bon. Durable. Et tu bord ici? Oui, moi j'approuve pour la Urso. J'en ai acheté hier, mais j'ai pris la dernière de cette couleur-là, malheureusement. Sinon, moi j'ai eu des gros coups de cœur. En fait, j'ai une de nos employées chez Club Tissu qui a cousu des sacs en fou pendant 1 mois pour vous les présenter aujourd'hui. Elle est dans le gymnase, ça s'appelle Judith, création de Judy Mary. Ça vaut vraiment le détour. Moi, je l'ai vu travailler vraiment, vraiment fort pour faire ça. Sinon, ça coûte rien, mais je vous invite à passer à notre kiosque. On a un concours, puis on donne une carte de membre gratuite d'1 an à tous ceux qui s'inscrivent. Donc, vous dépenserez votre 100 $ ailleurs, mais venez nous voir. On est à l'entrée de l'aréna. Merci. Moi, je pense que je te suggérerais, avec ton 100 $ d'aller faire un tour au chapiteau des artisans et compagnies émergentes juste à côté pour aller voir les nouveaux talents puis les personnes qui se placent tranquillement sur le marché, dont Lina, dont tu arbores fièrement sa belle casquette fait main, vraiment cool, une belle compagnie, une amie à moi. Allez. Et ton kiosque est situé? Oui, moi je suis située au kiosque numéro 4, Atelier Perluette, puis si vous voulez venir me voir pour jaser de fibres naturelles, ça va me faire bien plaisir. Merci. Ouais, j'étais pour dire qu'un de mes coups de cœur aussi, c'était aussi les casquettes linéaires. Probablement que je vais en acheter une tantôt. Mais oui, j'étais pour dire aussi dans la tente d'artisans émergents, il y a Green Sheep Yarn, qui dans le fond, c'est des art yarns qui sont faites avec des matières recyclées. Puis aussi, j'aimais bien Tricote-moi ça. Tantôt, j'ai passé. Puis dans le fond, c'est réparer des rouets avec des pièces manquantes et tout ça. Puis il y a beaucoup de roving si vous voulez essayer un petit peu le filage. Puis si on continue là-dedans aussi, il y a un autre endroit qui s'appelle Lemlen, qui ont des super beaux fuseaux. Je mélange les mots. Puis c'est ça. Fait que moi, c'est là que j'étais pour arrêter la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on est rendu à notre heure ensemble. Je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions, on aura une petite minute à jaser à côté. Et sinon, on vous voit dans les kiosques. Et on vous souhaite bon festival. Merci.